Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde. Quelle mutation pour l'emploi face à la transition écologique. Quelques petits mots de remerciement d'abord. Merci à l'Académie du climat de nous accueillir, à tous les bénévoles de Port Réveil écologique qui ont rendu cette conférence possible. Et puis merci aux intervenants de vous être déplacés pour être là ce soir. Pour les présenter rapidement, on a ce soir avec nous Chloé Riedel, qui est directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui est un laboratoire d'idées attaché à la reconstruction écologique et démocratique de notre société. Aussi porte-parole de la campagne d'emploi vert pour tous qu'on aura l'occasion de présenter. On a monsieur Thomas Godin, qui est économiste spécialisé en prospective à l'ADEME depuis de longues années. On a Philippe Quérin, qui est chercheur en économie de l'environnement au CIRED et aussi président du réseau Action Climat, qui est un réseau qui fédère 36 associations au niveau national autour de la recherche et de la lutte contre le changement climatique. En introduction, rapidement, les crises écologiques qu'on va vivre, envers lesquelles les chercheurs nous lèvent des drapeaux rouges, ont fait qu'on a fixé au niveau international, au niveau national, beaucoup d'objectifs. Des objectifs pour la transition écologique, des objectifs pour la transition énergétique, qui sont nécessaires et qui sont d'ampleur, mais qui posent plein de questions sur leurs conséquences, et notamment leurs conséquences sur l'emploi. Ces sujets de mutation et d'adaptation de l'emploi sont relativement peu connus du grand public, et pourtant ils présentent plein de potentielles solutions, de quoi redynamiser nos territoires, de quoi développer de nouvelles activités économiques, et proposer des emplois de qualité dans les secteurs en développement. Et au contraire, quand on les anticipe mal, on peut s'attendre à de sérieux risques pour nos sociétés et des reconversions difficiles. Et cette conférence, elle se veut donc éclairer la question avec les chercheurs et spécialistes qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va brosser rapidement un portrait de la situation et de ce à quoi on peut s'attendre en termes d'emploi pour traiter la question de la transition écologique. Et puis on va regarder aussi les risques pour l'emploi et les nouveaux emplois qui pourront arriver. Pour commencer, Monsieur Godin, pour brosser ce portrait rapide des mutations à venir, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous citer les grandes mutations à venir pour l'emploi du fait de la transition écologique et les secteurs qui seront les plus fragilisés et lesquels, au contraire, vont plutôt prospérer? Alors, oui, effectivement. Oui. Alors, avant d'essayer d'expliquer pourquoi je ne peux pas répondre complètement à la réponse, je ne peux pas apporter. Voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste de prospective. Moi, je suis spécialiste des questions d'emploi du point de vue de l'ADEME, donc Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui vient de sortir une feuille de route sur la thématique emploi pour expliquer comment elle attaque le sujet, sachant qu'on n'a aucune compétence en tant qu'acteur de l'emploi, chacun son rôle. Donc nous, on n'est pas le pôle emploi de l'environnement, on n'a pas de légitimité non plus en matière d'orientation scolaire ou professionnelle. Donc je ne peux pas répondre à des questions qui sont pour l'UNICEF par exemple ou d'autres acteurs de cette façon-là. Donc mais ce qu'il faut peut-être avoir en tête comme ordre de grandeur quand même, avant de parler de transition écologique, il faut parler de transition emploi tout simplement. Et donc l'ordre de grandeur moi, que j'ai en tête, c'est que chaque jour en France, vous avez 10 000 postes de travail qui sont supprimés, 10 000 postes qui sont créés, et 3 fois plus en termes de mouvement de main-d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui part à la retraite, quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, quelqu'un qui change de poste pour aller vers un autre poste. Ce sont des mouvements sur le marché du travail, quelqu'un qui tombe au chômage ou qui sort du chômage. Donc, si vous regardez les mouvements de main-d'œuvre, l'ordre de grandeur, après c'est un peu vieux les chiffres que j'ai, ça vient d'un livre d'Eric Kayser-Berber, qui s'appelle Les ennemis de l'emploi. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de relativiser la question des mouvements de main-d'œuvre. C'est donc 30 000 mouvements chaque jour, positifs et négatifs. Et la petite différence entre les deux, c'est ce qui fait l'évolution du chômage. Donc après, c'est là où on reviendra. Je pense que ça va être un peu le leitmotiv, c'est qu'à chaque fois, tout est dans les détails. Donc ça dépend. C'est-à-dire ça dépend de qui on parle, de là où la personne vit, du secteur, et puis de la démographie. Donc juste pour vous donner
une alerte. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un secteur en déclin, mais avec une pénurie de recrutement, parce que la démographie elle décline encore plus vite que le secteur décline. Donc la vision qu'on donne, nous, sur les emplois, qui n'est pas une vision... donc l'ADEME sort des chiffres, donc mais ce ne sont pas des chiffres qui sont directement branchables sur l'évolution du marché du travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un gros décalage entre l'équivalent temps plein, qui est bon, là, 1600 heures par an de travail rémunéré, c'est ça que ça veut dire, un ETP, hein, c'est un ETP annuel, mais derrière ça, ça peut être plein de réalités, sachant qu'un ETP, ça peut être 2 personnes à mi-temps. Quand on dit dans le bâtiment, il y a environ 200 000 ETP pour les travaux de rénovation dans le bâtiment, en fait, si vous considérez que c'est l'emploi du temps du lundi et du mardi pour les électriciens et les maçons qui sont sur d'autres chantiers sans lien avec l'efficacité énergétique le reste des jours de la semaine, en fait, le nombre de personnes concernées est 5 fois supérieur aux 200 000 mesurés. Donc c'est à la fois plus et c'est moins. Donc voilà, chaque fois qu'on rentre dans les détails, on tombe sur des choses comme ça. C'est pour ça que c'est toujours c'est pour ça que je ne peux pas brosser, si vous voulez, le paysage de l'ensemble du marché du travail pour dire là, ce sera l'idéal. Enfin, voilà, là, la transition écologique, elle est là, etc. Donc on en discute, on encourage pour que ça puisse se faire. Mais nous, côté ADEME, ce qu'on fait, c'est qu'on observe. Donc on a une étude que vous pouvez télécharger sur le site de l'ADEME qui s'appelle « Marché et emploi liés à la transition énergétique ». Donc on fait ça depuis 2008, année après année, donc ça permet de voir la progression. Et donc on a 3 grandes catégories de secteurs. Donc il y a le bâtiment, il y a les énergies renouvelables, et puis donc chaque sous-compartiment, hein, et puis la mobilité transport. Voilà. Donc ça donne une idée. Et donc on commence par mesurer ça avec une évolution du chiffre d'affaires, donc de la production au sens économique du terme, valeur ajoutée, et puis ensuite on traduit ça en temps de travail. Mais on n'est pas sur l'échelle du marché du travail incarné qui intéresse les gens ici ce soir, c'est-à-dire dans quel métier je vais me projeter, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand décalage entre notre approche, où nous on essaye en tout cas, de partir des objectifs environnementaux, après les décliner en activités qui ne sont pas forcément rémunérées, et ensuite les activités marchandes, dont exploitation ou investissement, marché d'investissement ou marché d'exploitation, et puis derrière, qui pour faire ces activités. Et donc là on arrive sur le volet ressources humaines, en qualité et en quantité. Puis quand on arrive sur la qualité, on se pose la question des compétences. Et après, quand on se pose la question des compétences, on se dit, mais quels sont les moyens de monter en compétences? Il n'y a pas que la formation. Il y a l'auto-formation, l'apprentissage par les pairs, le tutorat, etc. Et donc là, on arrive sur une... Donc nous, on part de l'environnement, et ensuite, on va seulement vers la formation. Mais après, un nombre d'étapes à chaque fois, où il y a énormément de jeux à chaque étage. Voilà. Très bien, merci pour ce premier portrait qui montre la complexité de la question. Chloé Ridel, vous avez été porte-parole de la campagne Un emploi vert pour tous. Est-ce que c'était aussi d'ajouter quelque chose au niveau de donner quelques chiffres, un portrait général de la question? Les mutations de l'emploi liées à la transition écologique. Oui, alors en premier lieu, je dirais qu'on parle souvent du fait que la transition écologique va détruire de l'emploi et va faire disparaître certains types d'emplois. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Elle va faire évoluer les métiers, mais elle ne va pas forcément en faire disparaître. Et je crois que, au contraire, l'automatisation, l'ensemble des révolutions technologiques que nous connaissons depuis 200 ans, a fait disparaître bien plus d'emplois que n'en fera jamais disparaître la transition écologique. Pensons au métier, par exemple, de sténodactylo. Ça n'existe plus. Ça, c'est lié à l'invention de l'ordinateur. Pensons aux tisserands qui tissaient sur une machine à bras le linge. La révolution industrielle, l'automatisation a fait disparaître et fera disparaître demain bien plus d'emplois que la transition écologique. On parle du fait que l'intelligence artificielle va faire disparaître par exemple des métiers comme celui d'avocat, parce que demain on pourra avoir des machines qui réfléchiront à nos places et nous défendront mieux que les personnes humaines. Donc il faut d'abord tordre le cou à cette espèce d'ancienne selon laquelle l'écologie serait destructrice d'emplois. Non, je crois que
il faut regarder les choses en face et que les révolutions technologiques successives ne sont jamais contestées et questionnées de ce point de vue-là, mais elles ont fait disparaître et elles ont détruit de l'emploi bien plus que ce qu'est en train de faire la transition écologique. Et je pense que donc la transition écologique va faire évoluer des métiers, mais pas forcément en faire disparaître. On parle souvent, par exemple, des travailleurs des secteurs en déclin, comme le secteur du diesel, comme le secteur du pétrole. Bon. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces travailleurs du secteur du diesel ou du secteur pétrolier? Ce ne sont pas des gens qui respirent le diesel, rêvent du diesel, ne jurent que par le diesel. Non, ce sont des gens qui, par exemple, pour la filière diesel, vont fabriquer des moteurs diesel, des injecteurs, des pièces de moteurs. Donc ce sont des ouvriers qui savent, si vous voulez, manipuler des matériaux, de la mécanique de précision, qui ont des compétences qui peuvent être utiles pour d'autres types de métiers plus compatibles, d'autres types de secteurs plus compatibles avec la neutralité carbone. Donc ce n'est pas leur métier qui va disparaître. Ils continueront à être des ouvriers spécialisés dans la confection de pièces mécaniques. Mais ce sera mis au service d'une autre filière, d'un autre secteur que celui du diesel. Donc c'est bien une évolution des métiers et pas une disparition de leur métier. Et d'ailleurs, certaines compétences de ces filières-là sont extrêmement précieuses pour des filières qui ont vocation, elles, à monter, comme par exemple la filière de l'hydrogène, où là, on va devoir, par exemple, développer des choses comme des piles à combustible d'hydrogène pour les réfrigérateurs, qui serviront à alimenter les systèmes frigorifiques embarqués, c'est-à-dire des camions frigorifiques qui servent à transporter les aliments. Demain, ça pourra être alimenté avec des piles à combustible d'hydrogène. Pour construire ces piles-là, on peut avoir très bien recours à des ouvriers qui étaient avant employés à fabriquer des pièces à moteur diesel ou essence. Donc, l'écologie va faire évoluer les métiers plutôt qu'elle ne les fera disparaître. Il faut aussi contrer cette espèce de récit comme quoi l'écologie serait l'ennemi de l'emploi. Non, on va devoir en revanche adapter l'emploi et le réorienter. Et puis, l'écologie va aussi créer de nouveaux emplois ou recréer des emplois qui avaient baissé. Je pense à l'agriculture. Le récent rapport du Shift Project dont nous parlions ensemble prévoit la création de 500 000 emplois agricoles. Alors, on peut questionner ce chiffre, mais l'ordre de grandeur est conséquent. Pourquoi ? Parce que si on veut se passer des intrants chimiques et convertir l'agriculture au maximum à l'agroécologie, ça va être plus intensif en main-d'œuvre. On ne va pas revenir à la charrette et à la faux. Il y aura toujours des tracteurs qui seront propulsés à autre chose qu'avec de l'essence. Mais il y aura besoin de plus de moyens humains. Et donc là, il y aura un travail à faire, non seulement sur les compétences, mais aussi sur l'imaginaire autour des métiers de l'agriculture, parce que la génération de nos parents, de nos grands-parents, qui est la génération de ce qu'on a appelé la disparition des paysans, à partir des années 50, 60, le travail du paysan, c'était vu comme quelque chose de très négatif. Il ne fallait surtout pas faire ça, il ne fallait surtout pas être ça, sinon on avait raté sa vie. C'est un travail très dur, réputé comme quasiment dégradant. Alors, la tendance s'inverse, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un mouvement de retour aux campagnes, mais alors qui est très minoritaire. Les néo-ruraux, c'est pas non plus un mouvement massif, c'est pas un exode rural à l'envers, on peut pas dire ça. Mais néanmoins, dans l'imaginaire, il se passe quelque chose, parce qu'on revalorise le travail de la terre, le travail au contact des animaux, etc. Donc, le travail de l'imaginaire sera tout autant essentiel sur ce plan-là que le travail sur les compétences, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les travailleurs agricoles, les agriculteurs qui cherchent à recruter, et je me permets de parler en connaissance de cause parce que mes parents ont une exploitation d'huile d'olive dans le Gard, on ne trouve pas de travailleurs qui résident en France. On fait venir des travailleurs de l'étranger dans le cadre d'un détachement temporaire. Voilà. Parce que les gens ne veulent pas travailler la terre. Voilà ce que je peux dire
en liminaire, mais on pourra reparler de tout. Il y a bien d'autres nouveaux métiers qui vont devoir être développés dans le cadre de la transition écologique. Très bien. Une question pour M. Quirion, qui donc est chercheur au Centre international de recherche pour l'environnement et le développement. D'où viennent ces traditions vous-même et M. Godin, vous avez mené des travaux de prospective pour la transition écologique. Est-ce que vous pouvez décrire succinctement en quoi consistent ces travaux en quoi consistent ces travaux et quels sont les organismes français qui les font? Merci d'abord pour l'invitation. Alors oui, il y a énormément de chiffres qui circulent concernant l'effet sur l'emploi de la transition écologique dans un sens très large. Et ces chiffres sont mobilisés à la fois par les acteurs qui poussent pour cette transition et par ceux qui freinent, ou par ceux qui poussent dans un sens et ceux qui poussent dans un autre, ce qui peut rendre le débat totalement obscur pour la majorité de la population. Et c'est dommage. Et pourtant, on a besoin de ces chiffres, on a besoin de ces prospectives quantifiées, on a besoin de faire des scénarios quantitatifs, des scénarios énergétiques qui représentent pour les années à venir l'évolution des flux d'énergie, des flux d'émissions de gaz à effet de serre aussi, évidemment. Alors pourquoi on en a besoin? Déjà principalement pour trois choses. D'abord pour la planification et pour la coordination des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Pour les investissements à long terme, on a besoin de cette forme de planification. Ensuite, pour pouvoir évaluer la cohérence des discours. Là, on est en campagne électorale, vous avez des tas de candidats qui vous disent qu'il faut par exemple ne plus faire d'éoliennes, voire démonter les éoliennes existantes. Tout en vous disant que oui, les objectifs climatiques officiels, il faut les tenir. Bon, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça implique? Pour ça, vous avez besoin d'un scénario. Et ces candidats-là ne l'ont pas. C'est quand on essaie de le faire, on se rend compte que ça ne passe pas. Et puis, troisième utilisation pour ce type de scénario, c'est de faire des évaluations socio-économiques dans un sens large. Ce qui peut concerner des tas de choses, des tas d'aspects de la société. Quel est le scénario qui coûte le plus cher, le moins cher? C'est pas forcément le plus important au fond. Quelles conséquences ça a sur la santé à travers les émissions polluantes, à travers l'activité physique et donc la réduction de la sédentarité. Les scénarios énergie-climat ont des implications là-dessus. Ou encore, qu'est-ce que ça peut donner sur l'emploi? Et là, on en vient au sujet. Et donc là, récemment, à la fin de l'année, entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, vous avez eu une profusion de scénarios énergie-climat pour la France, avec les scénarios du réseau de transport de l'électricité, les scénarios de l'ADEME, qui sortent par petits morceaux. Enfin, il y a déjà eu de très gros morceaux, hein, mais des blocs cohérents, tout à fait. Mais d'ici quelques semaines, devrait sortir l'évaluation macroéconomique avec une évaluation de l'impact sur l'emploi, donc à suivre. Ce qui n'a pas été fait pour le scénario RTE. Visiblement, RTE n'a pas souhaité le faire. De manière intéressante, la Société française pour l'énergie nucléaire l'a fait dans une note qui est publique. Et de manière intéressante, ils ont comparé deux des scénarios de RTE. Celui qui s'appelle N03, donc celui avec le plus de nouveaux nucléaires, et celui qui s'appelle M23, donc basé sur des grands parcs renouvelables, enfin des énergies renouvelables. Il y a plusieurs scénarios 100% renouvelables, c'est celui plutôt basé sur des grandes installations. Et en fait, il y a plus d'emplois dans le scénario purement renouvelable, selon la Société française pour l'énergie nucléaire, entre plus 25% et plus 60%. Mais la note conclut que l'écart n'est pas significatif et que ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire le choix. Est-ce qu'ils auraient eu la même conclusion si les chiffres avaient été inversés? On ne le saura jamais. Pardon pour cette parenthèse. Autre scénario qui est sorti à la fin de l'an dernier, c'est le scénario mégawatt, dans sa dernière version, puisque les premières datent de 2003, si je ne me trompe. Et moi, je suis intervenu pour essayer de quantifier l'effet sur l'emploi de ces scénarios négawatts successifs. Donc, pour donner un ordre de grandeur, d'abord sur un aspect, un point méthodologique,
Pour cette dernière évaluation, je me suis basé sur un outil qui a été développé par l'ADEME et le Réseau Action Climat, qui s'appelle Transition énergétique territoire emploi, qui présente l'avantage d'être en accès libre sur une feuille de calcul. Donc tout le monde peut l'utiliser pour évaluer l'effet sur l'emploi d'un scénario de transition écologique. Toutes les sources sont présentées, toutes les formules sont en clair, et donc je compte bien l'utiliser aussi pour regarder l'effet de ces différents scénarios qui sont sortis. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai pas eu le temps d'évaluer l'ensemble du 100 MW, parce que c'est beaucoup, c'est très riche, mais j'ai regardé deux aspects, la rénovation thermique des bâtiments, et les énergies renouvelables. Sur la rénovation thermique des bâtiments, on passerait d'environ 150 000 emplois générés par cette activité-là, aujourd'hui, à environ 400 000 à l'horizon, entre 2030 et 2050, là, ce serait à peu près stable. Et pour les énergies renouvelables, une croissance la plus progressive et qui aboutit à 200 000 emplois, grosso modo, vers les années 2040. Donc, c'est pas ça qui va résoudre le problème du chômage en France, mais on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit une politique de transition écologique qui résolve le problème du chômage et du sous-emploi. Ce n'est pas son rôle, de toute façon. Mais on a quand même un effet qui n'est pas négligeable. Alors ça, c'est pour des créations d'emplois. Après, il y a pas mal d'études qui ont essayé de calculer un effet net, création moins destruction. Les résultats, bien sûr, ça dépend des méthodes, ça dépend du contexte. Est-ce qu'on parle de la France, de l'Europe, du monde? Si on regarde les études qui ont été menées sur la France, en général, on a un effet plutôt positif. Et alors pourquoi est-ce qu'on a cet effet plutôt positif? Déjà, on est un pays qui ne produit pas d'énergie fossile, qui les importe. Donc ça ne crée pas d'emplois en France. Et quand on calcule le nombre d'emplois générés par 1 million d'euros de dépenses dans telle ou telle activité, on se rend compte qu'en général, il y a des exceptions, mais en général, les dépenses dans les secteurs qui sont amenés à se développer du fait de la transition écologique créent plus d'emplois que ceux dans les activités qui sont amenées à se réduire. Si on dépense 5 millions d'euros pour acheter du gaz fossile ou des produits pétroliers, on va créer environ 2 emplois équivalents temps plein en France, des emplois qui peuvent être dans la station-service, dans la raffinerie, etc. Si on dépense ce même million d'euros dans la rénovation thermique de bâtiments, c'est plutôt 12 emplois, donc un écart de 1 à 6. Si on les dépense dans les énergies renouvelables, c'est plutôt 7 emplois équivalents temps plein par million d'euros. Donc encore une fois, il y a quelques exceptions, mais dans la quasi-totalité des cas, les branches qui sont amenées à se développer présentent un contenu en emploi qui est plus élevé que celles qui sont amenées à régresser. Et c'est ça qui explique cet effet quantitatif plutôt positif qu'on trouve en général dans ces études. Merci. J'ai une question pour Thomas Godin. Donc la deuxième partie était sur les activités nouvelles de la transition écologique. À l'origine, donc la question était: y a-t-il un manque de formation et d'orientation dans ce secteur? Enfin, pour quel secteur y a-t-il un manque de formation et d'orientation? Je comprends que la question sera plus compliquée de par votre description de la chaîne entre la prospective, la macroéconomie, les emplois, la qualité de l'emploi et toutes les compétences. Pour autant, est-ce que vous pouvez quand même essayer d'éclairer un peu cette question de maintenant qu'on a posé quelques chiffres, peut-on parler de manque et peut-on parler de... Alors, donc, je disais que j'ai commencé par mentionner l'existence d'une feuille de route sur l'emploi de l'ADEME et qui répond en fait un peu à cet enjeu. En fait, on a aux 2 enjeux. Donc, il y a 2 problèmes, 2 solutions, enfin 2 axes de travail. Le premier problème, c'est donc ce que Claude a mentionné, c'est que régulièrement la transition écologique est accusée de détruire des emplois. Donc nous, on essaye
d'éclairer le débat, de quantifier, de sortir des chiffres pas contestables et qui soient surtout intelligibles dans les hypothèses, etc. Et puis, donc ça, je dirais, c'est la partie intellectuelle, en quelque sorte. Et puis, il y a une partie plus action, qui est faire en sorte que les pénuries de compétences qui freinent la transition écologique soient prises en charge. Et là, on a deux compartiments de jeu, deux volets, en fait, dans cette feuille de route emploi. Le premier, c'est le sujet du bâtiment, qui est un sujet stratégique et en même temps singulier. Singulier parce qu'à la différence de tous les autres sujets de la transition écologique, c'est vraiment un sujet ce sujet bâtiment, il est intra-branche. Donc c'est supposé être gérable, même si en pratique c'est difficile, au sein de la branche du bâtiment. Par contre, les autres sujets, prenez la méthanisation, prenez le recyclage, là on a parlé beaucoup d'énergie, mais aussi tout ce qui est économie circulaire. Tous ces sujets sont multibranches, transbranches, et donc supposent une façon de s'organiser différente. Mais par contre, quand on regarde les ordres de grandeur par rapport à l'énergie, la seule ligne efficacité énergétique bâtiment, elle écrase en nombre total d'équivalents temps plein concernés toutes les lignes pour les énergies renouvelables. Alors que, évidemment, un article sur l'éolien offshore, ça se médiatise beaucoup, mais on ne va pas faire non plus la médiatisation pour des chantiers de rénovation dans un pavillon de banlieue, évidemment, mais en fait, quantitativement, c'est là que ça se joue de façon très massive. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille le sujet spécifiquement bâtiment avec le réseau des maisons de l'emploi, donc dans la France entière, depuis le Grenelle de l'environnement, en essayant d'encourager, même si le terme déplaît, parce qu'il sous-entend que les gens ne seraient pas compétents, mais il y a quand même cette question d'entretien, de montée en compétences pour les artisans du bâtiment. Et donc, ce sujet est un sujet extrêmement important. Le coût Alors après, il n'y a pas que la question de compétences dans l'explication, mais nous, ce que l'agence qualité construction observe, c'est que année après année, le coût des malfaçons dans le bâtiment grimpe régulièrement depuis une dizaine d'années. Et puis, il y a un chiffre qui circule de façon informelle, mais qui était déjà validé il y a une vingtaine d'années, qui dit que le coût des malfaçons dans le secteur du bâtiment, c'est 10%, non pas des profits, c'est 10% du chiffre d'affaires du bâtiment. Donc c'est absolument gigantesque. Donc les conséquences de tout ça, c'est qu'en fait, ça déprime le marché. C'est-à-dire que quand vous avez Et ça, les économistes ne chiffrent pas. Les conséquences du fait que, on dit, non, mais si je commande tel chantier, ça va... j'ai une chance sur deux d'avoir des contentieux juridiques derrière, comment je sécurise tout ça, etc. Donc il y a un problème de confiance qui est à construire, et donc évidemment il ne faut pas masquer la misère pour construire la confiance. Quand il y a des problèmes, il faut oser le dire aussi. Et donc on encourage la discussion à l'échelle des territoires avec les maisons de l'emploi et l'ensemble des acteurs concernés, donc des acteurs de l'emploi, les entreprises du bâtiment, les fédérations professionnelles mobilisées localement, même l'éducation nationale, les lycées professionnels, pour que les gens se mettent ensemble, pour les gens qui s'occupent des espaces info-énergie, pour les ONG environnementales, pour faire un diagnostic partagé sur la situation du territoire, chiffré là aussi, avec l'aide du réseau des cellules économiques régionales de la construction, qui est une sorte de l'INSEE du bâtiment, si je puis dire. Et à partir de là, on fait un diagnostic, puis ensuite les gens se mobilisent à la fois pour agir du côté de la stimulation du marché, pour remettre de la confiance avec les acteurs du bâtiment, et puis refaire le lien avec les acteurs de l'emploi et de la formation. Voilà. Donc ça, c'est une mécanique qu'on a particulièrement travaillé parce que c'est un sujet intra-branche, et en plus au niveau des économies d'énergie à gagner en emploi, il saute aux yeux, il n'y avait pas de débat, si vous voulez. Après, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour tous les autres sujets, où là, c'est diffus. C'est des petites choses, c'est noyé dans la masse, et donc donc on essaye d'avoir une approche plus systémique pour attaquer cette affaire, parce que finalement, les acteurs de la transition écologique, ils ont une vision plutôt, nécessairement systémique de l'interaction entre l'interdépendance des acteurs, etc.
Et ça va de pair avec la nécessité d'une recherche d'une vision qui va au-delà des secteurs professionnels. Donc c'est la vision interprofessionnelle. Et donc l'enjeu dans mon activité, c'est d'encourager ça, c'est de faire en sorte que des gens qui ont un souci d'intérêt général avec une vision interprofessionnelle se rapprochent des acteurs de l'emploi, de l'environnement, pardon, avec cette vision multisectorielle pour essayer d'accrocher les sujets ensemble. Voilà. Merci. Et peut-être avec un regard de chercheur, M. Quirion, sur cette chaîne entre prospective, macroéconomie, emploi, qualité, compétences. Là, on décrit un flou, un effet diffus. Est-ce que vous avez une idée de là où sont encore les manques dans la compréhension pour traiter cette question? Il y en a énormément. Déjà, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que la productivité du travail diminue dans le secteur du bâtiment et on ne comprend pas pourquoi. En tout cas, il n'y a pas de compréhension partagée de pourquoi. Peut-être que simplement la production est mal mesurée parce que une maison d'aujourd'hui, ce n'est pas une maison d'il y a 20 ans, elle est mieux isolée par exemple, heureusement. Donc si on mesure mal la productivité, c'est la production divisée par la quantité de travail. Donc si on mesure la quantité simplement en nombre de mètres carrés, sans prendre en compte cette égalité, ça peut être une explication. Peut-être qu'il y a aussi un renforcement des normes de sécurité, qui en tout cas sur le papier ont augmenté, de sécurité au travail. En pratique, l'application à voir. Mais peut-être que c'est une question de travail informel la part de travail informel qui a évolué. Enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est pas un petit secteur dont on parle. Et la question de l'évolution de la future de la productivité du travail fait l'objet de débats, y compris dans les milieux écolos. Croissance, décroissance. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce qu'on arrive à mesurer? On a quand même des gros problèmes, même sur un secteur aussi important et qui représente autant d'emplois. Et après, ces questions de qualité dans la construction, c'est essentiel. Mon collègue Gaëtan Giraudet aussi travaille là-dessus. Il trouve des trucs marrants du type vaut mieux pas que le chantier se termine le vendredi parce qu'il y a plus de malfaçons. Peut-être parce que les ouvriers ont envie de partir en week-end. Mais il y a des tas de... Il y a énormément de travaux de recherche encore à faire là-dessus. Donc c'est un très vaste débat. Quand on parle de cet éventuel manque de formation ou d'orientation pour ce secteur, est-ce que vous avez des pistes sur la manière de remédier à ce manque? Que font aujourd'hui le secteur privé ou l'État pour agir dans ce sens et investir dans les compétences? Et puis, est-ce que l'État ou un autre acteur en particulier doit en faire plus pour la transition écologique? En fait, il y a énormément d'argent qui est déjà positionné pour la formation. La formation a un coût dithyrambique. On parle l'ordre de grandeur, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Mais le problème est que, et il y a par ailleurs des dispositifs, il y a un dispositif gouvernemental du ministère du Travail qui s'appelle Transition collective et qui vise justement à accompagner les salariés des secteurs en déclin pour les former vers des métiers du secteur d'avenir. Mais ça n'a pas le résultat escompté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout de former des gens, il faut aussi leur fournir du travail qui est conforme à leurs compétences, qui correspond à leurs compétences là où ils sont. Parce que les gens ne sont pas des objets que l'on peut déplacer de Marseille à Quimper et de Lille à Besançon. Et c'est pour ça que la question de la formation et la question des mutations de l'emploi lié à la transition écologique est une question d'aménagement du territoire, est une question territoriale. Et qu'on ne s'en sortira que en ayant une approche territoriale des choses, dans une logique, par exemple, pour reprendre un terme industriel, de cluster, en développant dans certains territoires des métiers, en les positionnant là et en développant des compétences
des écoles, des formations qui correspondent à ces métiers. Il y a déjà des success stories, hein. Par exemple l'aéronautique à Toulouse. Bon, tout le secteur de l'aéronautique en France est concentré autour de la métropole toulousaine. Le secteur des services, c'est plutôt à Paris, à la Défense. Vous avez des compétences financières qui sont ici regroupées, des compétences d'audit. Vous avez à Grenoble, dans l'Isère, aussi une grosse plateforme industrielle avec beaucoup d'ingénieurs qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, si on arrive avec un dispositif qui vous dit on va mettre de l'argent pour de la formation à des ouvriers, par exemple, du secteur diesel qui perdent leur emploi, mais si on n'a pas auparavant, dans une logique de planification et de prospective, mais parfois à très court terme, essayer de positionner des activités qui peuvent correspondre aux compétences d'ouvriers spécialisés qui d'abord travaillaient pour un site qui fabriquait des moteurs diesel, vous êtes là, vous leur proposez une formation, mais il n'y a pas d'emploi pour, et donc ils se retrouvent à prendre des emplois d'agents de sécurité, à monter leur pizzeria, ou que sais-je. C'est ça aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe. Et ces gens refusent. Ce qu'ils veulent, ils veulent bien se former, ils veulent bien, mais ce qu'ils veulent voir, c'est qu'il y a un emploi industriel équivalent qui correspond à leurs compétences, qui sera disponible sur le territoire où ils sont, parce qu'ils ont un crédit immobilier, parce qu'ils ne peuvent pas revendre leur maison. Voilà, tout un tas de raisons. J'imagine que les questions ce sera après. Donc la formation, il faut qu'elle se fasse dans une logique territoriale, comme la stratégie industrielle. Et en réalité, la transition écologique va vraiment ressusciter l'aménagement du territoire. Il n'y a que dans cette logique territorialisée qu'on s'en sortira. Et donc là, il faut que l'État, évidemment, organise cet aménagement du territoire. Mais l'État peut aussi, à d'autres leviers, pour pousser ces mutations de l'emploi et pour aider ces filières d'avenir. Avec l'Institut Rousseau, on avait fait donc une proposition autour de ce qu'on appelle la garantie d'emploi, donc qui est une idée qui était la jambe sociale du Green New Deal aux États-Unis, et qui vise simplement à garantir à toute personne qui est au chômage de longue durée, privée d'emploi donc sur la longue durée, un emploi rémunéré au SMIC, mais dans des filières qui soient utiles, là aussi dans une logique territorialisée, qui soit utile à la transition écologique ou aux métiers du bien social qui sont aussi extrêmement importants et en pénurie. Et donc on avait fait cette proposition qui se base sur une équation économique intéressante qui est de dire que le chômage de longue durée en France coûte à la société 36 milliards d'euros par an. C'est des coûts qui sont liés à la perte de compétences, à la perte de consommation, parce que à la perte de cotisation sociale, quand vous êtes au chômage, vous ne cotisez pas, au coût des allocations, et souvent c'est pas des allocations chômage, c'est plutôt des minima sociaux, RSA, aide au logement, etc. Puis c'est des coûts pour le système de santé, parce que les gens qui sont privés d'emploi sur la longue durée développent des addictions, ont un taux de mortalité 30% supérieur à celle de la population normale. Donc derrière cette question, il y a évidemment une question de dignité qui est qu'une société devrait pouvoir fournir un emploi à toutes les personnes qui le souhaitent, mais aussi une équation intéressante qui est de dire que en fait, pour ce que ça nous coûte, le chômage, ça reviendrait entre guillemets au même prix de financer directement des emplois au SMIC pour les personnes qui en sont privées. Et de faire en sorte que, ce faisant, des besoins inassouvis soient remplis. Et tout ça dans une logique territorialisée qui s'inspire du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une expérimentation qui a cours depuis 2016 et qui est extrêmement émancipatrice parce qu'elle vise à créer des emplois qui sont ni publics ni privés, qui ne font concurrence d'ailleurs ni à l'emploi public ni à l'emploi privé, mais qui répondent à des besoins inassouvis sur un territoire donné. Et pour ça, on crée des entreprises à but d'emploi qui progressivement emploient des chômeurs volontaires sur le territoire. Et donc, il y a des entreprises à but d'emploi qui se sont créées, par exemple, dans la réparation de vélos, dans la réparation d'objets du quotidien. 50% des activités créées, d'ailleurs, sont écologiques, dans le cadre de Territoire zéro chômeur. Sont des gens qui, parfois, vont aussi créer des EBE qui sont des coiffeurs, des services de coiffure, parce que vous avez des communes rurales, il n'y a plus de coiffeurs. Vous avez des communes rurales où il n'y a plus de café. Vous pouvez en recréer un. Des communes, pareil, il n'y a plus d'épicerie, plus de boulangerie. Bref,
Il y a des besoins inassouvis partout pour lesquels les gens seraient très heureux de les avoir. De ne pas avoir à faire 20 minutes avec leur voiture pour aller au Lidl le plus proche parce qu'ils n'ont pas d'épicerie dans leur village, pas de boulangerie. Donc il y a énormément de besoins, c'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Et en l'occurrence, la transition écologique fait naître des besoins, et si on avait un dispositif de garantie d'emploi, donc à travers non seulement territoire zéro chômeur, mais des dispositifs de contrats aidés pour les filières vertes, entre guillemets, ou quand vous êtes une entreprise qui vous engagez à la décarbonation de vos processus d'activité, ça vous donne droit à des emplois subventionnés par l'État, par exemple, ou à la création d'activités directes dans le secteur de la réparation d'objets, de l'économie circulaire, qui sont des filières à développer et qui se développent très vite. On pourrait aussi penser à des dispositifs fiscaux pour favoriser, par exemple, les produits de consommation récupérés, enfin, par exemple les frigos d'occasion, faire abaisser la TVA, la mettre à 5% au lieu de 19%. Donc il y a beaucoup de choses que l'État pourrait faire pour stimuler les filières de la transition écologique. Mais pour répondre à votre question sur la formation, je crois beaucoup à la logique territoriale et pas simplement à aligner des chèques qui en fait ne trouvent jamais preneur parce que personne ne veut. Très bien, vous avez fait la transition sur la question des risques pour l'emploi. Juste les questions, on prendra un temps pour les questions à la fin. D'accord. Et du coup, ça sera décousu. Pour faire la transition, j'en profite du coup sur ce sujet de la campagne Un emploi vert pour tous. En quoi cette campagne que vous avez menée dans les 2 années précédentes, peut-être une opportunité pour intégrer des personnes précaires qui sont aujourd'hui un peu issues de l'emploi. Et puis une question aussi, pour craindre qu'un tel dispositif puisse enfermer ses bénéficiaires dans des emplois qui sont peu enrichissants ou dans lesquels il y a peu de perspectives d'évolution. Comment est-ce qu'on pourrait s'en prémunir ? Alors oui, ce dispositif est destiné à sortir les personnes privées d'emploi de la trappe à inactivité. Aujourd'hui, on entend beaucoup que l'emploi repart, que le chômage diminue, et c'est vrai, objectivement. Mais cet emploi, il repart que pour les personnes qui sont soit très formées, soit qui rentrent sur le marché du travail. Les personnes privées d'emploi, quand vous êtes privé d'emploi sur la longue durée, vous perdez le lien avec la société et vous perdez beaucoup en compétences et en capacité à travailler. C'est-à-dire que les associations qui travaillent, les travailleurs sociaux vous diront que c'est des gens qui n'ont plus l'habitude de se lever le matin, qui sont inaptes à travailler dans une entreprise classique. L'être humain, c'est pas une machine sur laquelle vous mettez un bouton on et off. Quand vous n'avez pas travaillé pendant 3 ans, vous ne pouvez pas appuyer sur on et ça repart. Il faut un accompagnement. Et donc on pourrait éviter cet effet-là, c'est-à-dire de laisser des gens dans un dépérissement du fait de leur inactivité subie, avec ce filet de sécurité de la garantie d'emploi qui viserait à assurer que même dans des périodes de creux économiques, ces personnes-là puissent continuer à être en activité, puissent continuer à faire partie d'un collectif de travail, ce qui permettrait par ailleurs que quand l'activité repart, d'avoir des compétences prêtes à se relancer et à travailler dans une entreprise classique, à se relancer sur le marché du travail. Donc c'est un filet de sécurité très important pour éviter les ruptures de parcours qui ensuite créent des trappes à inactivité, et je vous assure c'est très difficile d'en sortir après. Et même les travailleurs sociaux les mieux intentionnés et tout l'argent du monde, c'est très difficile quand vous avez des personnes qui sont depuis 20 ans au chômage de les réinsérer. Sincèrement. Vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un statut. Il y a beaucoup de ces personnes qui ont des statuts d'handicapés reconnus et qui touchent une allocation à vie, faute de n'avoir pas été accompagnés pendant les années qui comptaient. Donc on fait de la prévention comme ça, et on permet à ces personnes privées d'emploi de toujours avoir un filet de sécurité. C'est pas du travail obligatoire, c'est toujours sur la base du volontariat, on ne va pas obliger les gens à travailler. Et votre deuxième question, c'était ah oui, les enfermer dans l'emploi précaire. Là aussi, je ne crois pas, parce que en fait, aujourd'hui, quand vous êtes au chômage,
et quand vous êtes au chômage de longue durée et que vous touchez le RSA, vous allez accepter n'importe quel emploi rémunéré au SMIC. Et à n'importe quelle condition, vous allez accepter d'être intérimaire, vous allez accepter d'être en CDD. Demain, si vous avez un emploi garanti en CDI au SMIC, vous avez un pouvoir de négociation qui est bien supérieur, et puis vous avez des compétences nouvelles que vous avez développées, que vous pouvez faire valoir auprès de votre employeur. Donc, ces salariés-là se retrouveraient avec un pouvoir de négociation plus élevé, où en fait, par ailleurs, les entreprises, pour espérer recruter, si elles sont en tension de recrutement, elles seraient obligées de proposer soit des conditions de travail meilleures, soit des salaires plus élevés. Donc, c'est aussi un dispositif qui vise à renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs et à rééquilibrer un peu la logique de négociation sur le marché du travail. Donc ça ne vise pas du tout à les enfermer sur la longue durée dans l'emploi précaire, pas du tout, parce que c'est un filet de sécurité. Et après, le but, effectivement, c'est qu'ils ne restent pas toute leur vie dans le dispositif de garantie d'emploi et qu'ils puissent accéder à des emplois rémunérés mieux que le SMIC. Personne ne souhaite rester au SMIC toute sa vie. Mais le filet de sécurité est là, au cas où. Merci. Monsieur Gaudin, on a donc bien compris que la question était territoriale. Et sur la question des risques pour l'emploi, on ne pourrait certainement pas tracer un profil des salariés qui seront les plus fragilisés par la transition écologique en termes de métier ou de catégorie sociale. Est-ce que vous avez connaissance de dispositifs suffisants pour favoriser des reconversions et éviter la classe sociale? Ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question des risques que peut poser la transition écologique pour l'emploi? En fait, c'est pas mon domaine de compétence. Je connais des choses et c'est là où je me dis, bon, là on est surtout des acteurs environnementaux, enfin voilà, vous invitez. Bon, une exception peut-être plus le côté social pour Chloé, mais quand même, il y a des gens, c'est leur boulot de faire ça. Ils ont une expertise énorme. Je suis ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont être en colère de me voir moi, en plus, me parader, alors qu'eux connaissent bien le sujet. Donc, je veux dire, invitez les maisons de l'emploi, invitez Alliance Ville Emploi, invitez la directrice de Maison de l'Emploi de Cambrésis, qui est aussi directrice de Pli. Vous allez voir ce que ça donne. Moi, j'ai été aux Journées nationales des maisons de l'emploi, quand vous avez une salle avec 500 personnes qui ont de la bouteille, qui savent ce que c'est que l'animation sociale, qui savent quand est-ce qu'il faut rattraper les gens, etc. Ils en savent long comme le bras. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a cette question de l'animation, voilà, d'avoir les forces de frappe d'accompagnement et l'accompagnement des accompagnateurs. Ça, c'est un vrai problème. Voilà, donc c'est voilà pour ça que je voudrais leur tirer un coup de chapeau, parce qu'ils ont vraiment... Et moi, je les connais, moi, pour vous dire, pour faire le vieux de la vieille, donc moi je suis à l'ADEME depuis 2002. Le sujet emploi était dans ma fiche de poste en 2002. Ça n'intéressait absolument personne. Puis j'avais d'autres chats aussi qu'on me demandait de fouetter, notamment la monétarisation des externalités environnementales, vaste sujet. Donc l'emploi, c'était électroencéphalogramme plat jusqu'à 2004. Il y a eu le syndicat des énergies renouvelables a sorti des scénarios 2010 sur les emplois pour défendre les énergies renouvelables. Là, on m'a dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ces chiffres emploi? Ça serait bien que tu regardes. Moi, j'ai commencé comme ça. Ensuite, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Et on a fait cette étude dont je vous ai parlé, donc les marchés emploi liés à la transition écologique. Et donc là, on mettait l'idée, c'était qu'on était en 2007, c'était au début du quinquennat de Sarkozy. Comme il y avait le Grenelle, on se disait, mais il y avait des objectifs 2020, on se disait, mais si on traduit en termes de marché d'emploi les objectifs en 2012, ça doit donner quoi? Et on voulait, ce qu'on a réussi à faire, de comparer le rythme des marchés avec l'objectif implicite de 2020. Là, on a fait une synthèse de ce travail, et j'ai un collègue de la direction régionale de l'ADEME, Lorraine, qui, lui, connaissait ces fameux gens qui se travaillent dans le domaine de l'insertion. Il avait monté un plan local d'insertion par l'économique, et il m'a dit, mais tiens, je vais te faire rencontrer le réseau des maisons de l'emploi. Moi, j'y connaissais absolument rien. Et là, j'ai découvert ce que c'était qu'une maison de l'emploi. Et ça, c'était vraiment pour moi une découverte, parce que d'ailleurs, moi, on me dit, écoute, l'étude nationale, on va l'adapter sur 3 territoires, on va voir ce que ça donne. Lille, Bayonne et Nancy, j'évoquais, moi j'ai fait l'adaptation méthodo. Et puis, quand j'ai vu la mobilisation locale, l'appétit qu'il y avait derrière les études, rien à voir avec ce qu'on peut voir effectivement au niveau national, où les gens se viennent à un comité de pilotage d'une étude en disant, voilà, c'est un comité de pilotage de plus, parce
que j'ai pas mis à faire. Là, c'est pas du tout ça. Les gens sont extrêmement ont un appétit de voir les chiffres. Et c'est là où voilà, c'est comme ça que moi j'ai découvert. Tout ça pour vous dire, je ne fais pas le reproche de ne pas connaître ce que c'est qu'une maison de l'emploi, c'est normal, ce sont des corps intermédiaires. Le problème, c'est ces corps intermédiaires. C'est lesquels sont actifs, lesquels sont des coquilles vides, et lesquels, voilà, c'est tout le... Mais sans les corps intermédiaires, on ne peut rien faire. C'est ça qu'il faut voir, c'est que le lien entre le citoyen et l'État et les syndicats, etc., s'il n'y a pas des gens qui font des relais territoriaux, sachant que j'ai souvent dit à mes collègues, attention, l'échelle régionale, c'est pas du tout une échelle territoriale. J'avais un directeur régional, c'était Ronac, qui me dit, mais moi je suis comme le ministre de l'Environnement de la Suisse, en termes de population, c'est ça. Donc c'est pas un territoire, une région. Il faut bien comprendre que c'est à l'échelle des bassins d'emploi que les choses se jouent pour l'essentiel des gens, sauf les cadres qui ont une mobilité professionnelle plus large, etc. Mais dans l'ensemble, c'est effectivement c'est à cette échelle-là que ça se joue, quoi. Et donc, juste pour votre information, même si ça ne vous concerne pas, donc une maison de l'emploi, ce qu'il faut retenir, c'est les fonctions de la maison de l'emploi. Peu importe, parce qu'il y a eu des débats, est-ce qu'il faut les tuer, pas les tuer, etc. Moi, on en a besoin, nous, pour la transition écologique, très clairement, on a besoin que cette fonction soit activée dans tous les bassins d'emploi de France et de Navarre. Donc, il y en avait 200 à un moment donné qui ont été labellisés. La voilure, malheureusement, a été réduite. Il y en a environ 70. Mais objectivement, c'est essentiel pour nous, pour la mobilisation territoriale, d'avoir face à nous, face acteurs de la transition écologique, des acteurs qui portent une vision d'intérêt général pour l'emploi. Parce qu'au départ, c'était des maires qui se sont auto-investis, auto-saisis du sujet, parce qu'ils se sont rendus compte que les tensions sociales, c'était vers eux qu'elles remontaient. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire par rapport à ça? Et donc, une maison de l'emploi, il faut retenir, il y a 4 fonctions. 2 intello, 2 actions. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils n'opposent pas l'action et la réflexion. Ils ont bien compris ça. Donc, les 2 intello, c'est état des lieux, diagnostic de ce qui s'est passé sur le territoire pour un marché donné. Donc, nous, on a travaillé sur l'efficacité énergétique bâtiment, mais ils ont fait ça sur d'autres sujets, sans lien avec la transition écologique, sur le service d'accompagnement de la personne, par exemple. Puis, on a fait d'autres sujets aussi sur transition écologique, filière bois-énergie, agriculture biologique, métier de la mer, éolien offshore. Enfin, voilà, on a fait des petites choses, des petits coups de zoom. Malheureusement, on n'a pas la force de frappe pour les accompagner du point de vue expertise technique. Mais bon, ils l'ont fait dans ces territoires. Donc on fait un état des lieux des marchés, puis après on se projette, mais ce n'est pas de la grande projection environnementale, ce n'est pas du 10, 15 ans, 20 ans, c'est juste 4 ans. Parce que ça aussi il faut repérer, c'est que quand on discute avec des acteurs de l'emploi, donc des gens qui raisonnent emploi, formation, recrutement, accompagnement RH, etc., au-dessus de 4 ans, c'est terminé. Il n'y a pas d'action pour eux, c'est un truc qui devient abstrait. Donc alors que nous, on a un enjeu, c'est de les intéresser sur un horizon de temps de 4 ans. Ce qui fait que là, aujourd'hui, quand on est sur des grandes questions, c'est assez rare finalement de s'intéresser à l'emploi à 10 ans. Il y en a qui le font d'ailleurs. Petite parenthèse quand même, il faut le dire, c'est que donc, le rapport de France Stratégie, prospective des métiers et qualifications de 2030 vient de sortir. Donc, il est paru la semaine dernière, donc ça aussi ça va être intéressant. N'hésitez pas à le parcourir, à le regarder. C'est aussi pour voilà. Bon, mais si vous voulez, donc ça pour revenir sur les 4 fonctions de la maison d'emploi, une fonction donc je dirais rétroviseur et pare-brise pour se projeter, mais 4 ans. Et puis à côté de ça, il y a le volet action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le territoire? Et là, il y a 2 domaines. Il y a l'aspect social. Moi, j'appelle ça vulgairement, enfin pas vulgairement, mais je traduis ça à ma façon, qui est de dire faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient exclus du marché du travail. C'est l'aspect social inclusif. Puis après, il y a l'aspect économique, qui est tous les coûts sont permis pour faire du business sur le territoire. Voilà. Donc là, une fois que vous avez compris que le fait que on rassemble dans un même lieu des acteurs qui se posent ces 4 questions simultanément, c'est ça qui est un moteur de l'action formidable pour débloquer des choses qui sont utiles et pour l'emploi et pour l'environnement. Et c'est ça qui nous manque au niveau national, c'est-à-dire des visions systémiques intégrées où on n'est pas simplement sur la branche X, la branche Y, etc. Et c'est ce qu'on essaye moi j'essaye personnellement d'encourager, c'est d'avoir, quelle que soit l'échelle, dans le bassin d'emploi, dans les régions au niveau national, un couple en tension, c'est-à-dire d'un côté celui qui porte la préoccupation environnementale, qui pousse les scénarios de transition écologique, et puis de l'autre, quelqu'un qui pousserait la même chose, une vision emploi, compétences, chômage, d'intérêt collectif général décloisonné en face. Et c'est le problème, c'est qu'on c'est là la difficulté qu'on rencontre, c'est que
des visions de cette nature-là. Je pourrais expliquer pourquoi, mais voilà, pour le moment, elles sont absentes. Donc moi, je résume le sujet de la façon suivante. C'est que l'ADEME, depuis mon activité, c'est qu'on court après un petit fantôme qui lui-même court après un gros fantôme. Le petit fantôme, c'est l'accompagnateur des compétences de la transition écologique. Il était même demandé dans la loi de transition écologique de 2015 qui disait qu'il faut un plan compétences adossé à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce plan compétences n'a jamais vu le jour. Donc 2 fois, on a raté ce genre d'opération. La première, c'était Build Up Skills, pour une feuille de route nationale pour la montée en compétences des artisans du bâtiment. Donc ça, c'est le petit fantôme. Et pourquoi ce petit fantôme pédale chaque fois et il n'y arrive pas? C'est parce qu'il lui court après le gros fantôme dont il a besoin absolument. Et ce gros fantôme, c'est l'accompagnateur des compétences tout court. C'est-à-dire, voilà, donc accompagner les compétences. Alors après, pour ceux qui sont dans le jargon technique du ministère de l'Emploi, ils vont dire c'est pas comme ça exactement qu'il faut le dire. Mais dans un grand public, on peut le dire comme ça. Pour moi, accompagner les compétences, c'est voir ce que sont les compétences, les ressources humaines, ce que les gens savent faire. C'est voir ce que les compétences tentent à devenir. Et pire, si je peux dire, c'est savoir ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et à quoi on pourrait les employer. Et donc cette vision-là, elle n'est consolidée absolument nulle part. Et or, nous, on en a besoin techniquement pour faire avancer la transition écologique, pour que nos scénarios s'incarnent dans un scénario plus général, on a besoin de ça. Et donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Et alors demain, dans les locaux de... Je ne sais pas si dans les locaux de France Stratégie, enfin, il y a suite au ce rapport dont je viens de parler, de prospective des métiers de qualification 2030, donc il y aura une intervention de la ministre de l'Emploi, et qui sur la thématique gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la France. Alors, c'est peut-être l'activation du grand fantôme. Donc voilà, c'est des choses qui bougent, mais c'est quand même... je pense que l'erreur, c'est de vouloir ranger soit l'emploi sous la transition écologique uniquement, ou uniquement mettre la transition écologique sous la vision économie générale emploi. Il faut que les deux soient déliés pour qu'ensuite ça puisse mieux interagir. Et c'est ce qu'on a fait techniquement pour faire la démonstration de la méthode. C'est ce qu'on a fait avec la Maison de l'Emploi de Cambrai. Ça s'appelle le test de support au dialogue prospectif marché, emploi, compétences, formation pour la rénovation énergétique des logements. Vous voyez, c'est très court. Donc on va faire un guide méthodologique, il est fait en fait, il va paraître j'espère à la fin du mois, qui permet d'expliquer dans n'importe quel territoire, si vous voulez refaire une opération de cette nature-là, qui elle-même s'inspire d'un projet plus général qui s'appelle Maison de l'Emploi et Développement Durable, qu'on a fait surtout entre 2008 et 2015 dans 33 territoires plus 10, sans l'accompagnement de l'ADEME pour les 10 derniers. Et donc voilà, donc c'est cette idée de encourager ce genre de choses. Donc c'est pas un guide pour promouvoir la démarche, c'est vraiment un guide pour la faire, pour ceux qui comprennent l'intérêt de la faire. Donc de façon à ce que ça minimise les coups de fil derrière pour nous dire comment vous avez fait, comment on fait, parce que c'est toujours cette question, c'est que l'enjeu c'est l'accompagnement des accompagnateurs. Il faut voir que du côté transition écologique, les gens qui s'occupent de l'emploi, il y en a très très peu, hein. Donc l'Observatoire des emplois verts au ministère de l'écologie, c'est un ETP, donc il faut avoir une idée du rapport de force, hein. Côté ADEME, tout compris à temps plein, il ne devait pas avoir plus de 2 ETP. Donc voilà, donc la question, et c'est souvent, et pareil, la transition écologique vue du côté des acteurs de l'économie, c'est 15% du sujet, pour prendre des chiffres de l'Observatoire des emplois verts encore en large, en termes de métier, je veux dire. En termes d'activité, c'est plutôt 2%, mais bon, on est sur des... Donc il faut faire l'alliance des petits. C'est tout l'enjeu sur lequel j'essaye de travailler, c'est comment on fait l'alliance des petits, sachant que personne ne peut y arriver soit avec une entrée purement écologie, soit avec une entrée purement emploi. Merci et bon courage. Une question pour M. Kirian. On a cette image qui peut ressurgir de la difficulté pour le monde du travail à accepter ou à mettre en œuvre des changements. Est-ce que c'est une vision qui est juste et puis, comment est-ce qu'on peut réussir à concilier des changements qui seraient nécessaires pour la transition écologique et le fait et cette résistance qu'on pourrait avoir dans le monde du travail? Juste quand tu dis monde du travail, tu veux dire les entreprises ou les acteurs de... Ça pourrait être les entreprises ou les salariés en fait qui pourraient avoir du mal à réduire certaines activités incompatibles.
Vaste question. Alors, il y a des résistances, évidemment, pour des bonnes raisons. Alors, il y en a aussi pour des mauvaises, mais déjà, pour des bonnes raisons du point de vue de chaque acteur, en tout cas. Quand vous avez une entreprise qui a un avantage par rapport à ses concurrentes parce qu'elle a soit des installations, soit des brevets ou plus généralement des compétences techniques. Un changement, c'est dangereux. Quand on est passé de l'appareil argentique à l'appareil numérique, il y a ceux qui avaient une compétence dans les optiques, par exemple, les Japonais qui s'en sont sortis, et puis d'autres qui ont coulé, qui ont été remplacés par des acteurs qui avaient des compétences, soit des nouveaux, soit qui avaient des compétences dans l'électronique, donc qui ont pu entrer sur ce marché. Vous êtes un cimentier, c'est assez tranquille la vie. C'est un domaine pas trop compétitif, hein, on fait des bonnes marges. Les acteurs du bâtiment, ils achètent votre ciment parce que là, le ciment, de toute façon, dans le coût d'un bâtiment en France, c'est pas beaucoup. Donc l'important, c'est d'être sûr que tout va bien se passer, que le bâtiment ne va pas s'écrouler, qu'il n'y aura pas des problèmes de responsabilité quelques années plus tard. Donc tout va bien. Et on vous dit, ah bah ouais, mais le ciment, du point de vue du changement climatique, c'est une catastrophe. Là, c'est une mauvaise nouvelle, parce que alors, vous allez faire de la recherche-développement, si vous êtes un grand groupe, en interne, vous allez trouver des moyens de remplacer le ciment d'aujourd'hui par d'autres liants qui émettent moins de gaz à effet de serre, mais vous n'avez pas forcément intérêt à créer ça sur la place publique. Parce qu'une fois que tout le monde sait qu'il y a des alternatives qui marchent, vos cimenteries, vos carrières, vos compétences, elles seront plus là et vous n'aurez plus forcément cet avantage compétitif. Et alors si en plus vous êtes un acteur des fossiles et que vous avez des droits de prospection par exemple, alors c'est encore plus fort. Ou si vous êtes une banque qui a des participations, là, etc. Donc ça fait partie, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le marché du travail, mais ça fait partie des freins énormes. Alors maintenant, si on regarde du côté des salariés, je pense que, évidemment, la reconversion, c'est difficile. Moi, c'est pas un sujet sur lequel j'ai travaillé, donc je ne peux pas parler en tant que chercheur. Il y a quand même des rapports, je trouve, intéressants qui sont sortis, dans lesquels, simplement, on allait demander aux gens, deux secteurs un peu condamnés à la reconversion, au moins en partie, dans quoi vous verriez vous reconvertir. Il y a eu un rapport au Royaume-Uni fait par Greenpeace et les Amis de la Terre dans le secteur du gaz et du pétrole. C'est intéressant, où on voyait que les gens, en particulier, beaucoup se verraient bien dans l'éolien offshore. Ça permettait aussi de pointer certaines difficultés, dont certaines un peu absurdes, du type ils ont déjà des compétences et des certifications pour le travail sur une plateforme offshore, en hauteur, etc., qui ne sont pas forcément reconnues, et parfois il faut qu'ils repassent des certifications pour des compétences qu'ils ont déjà. Il y a eu en France tout récemment un rapport coécrit par l'Institut Rousseau, l'Institut Veblen et les Amis de la Terre concernant le secteur pétrolier et gazier, où de la même manière, on voit une grande partie des gens qui ont répondu disaient qu'ils se verraient bien se reconvertir, alors soit dans la géothermie, soit dans l'éolien offshore, alors ça dépend, mais soit dans capture, stockage géologique du CO2, ça, on n'est pas sûr que ça se développe, mais en tout cas, dans ces trois domaines, il y a des compétences qui sont communes, avec une partie des métiers en question. Donc déjà, demandez aux gens dans quoi vous projetez, parce que en tout cas, ceux qui ont répondu aux questions, majoritairement, ne sont pas dans une optique on ne change rien, on verrouille et on essaye de maintenir l'activité coûte que coûte, parce qu'ils voient bien que c'est déjà pas ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai parlé surtout des secteurs en développement. Alors, les secteurs dans lesquels il y a le plus de risques de perte d'emploi, c'est quoi ? C'est l'automobile. Il y a un rapport de la FNH, de Syndex et de la CFDT là-dessus qui est vraiment bien, qui dessine les perspectives d'évolution de l'emploi dans ce domaine. Il y a l'aviation.
Le fret routier. Alors la construction neuve, là on peut espérer qu'on puisse faire un basculement de la construction neuve à la rénovation thermique. C'est pas forcément très simple, mais ça paraît quand même faisable. Il y a aussi la question de l'élevage. Si on veut diviser par deux le cheptel pour limiter l'impact de l'élevage, entre autres sur les émissions de gaz à effet de serre, la question de l'emploi se pose quand même de manière importante. Mais ceci dit, je suis complètement d'accord avec ce que Chloé disait tout à l'heure. L'impact de la transition écologique, et c'est vrai pour l'avenir aussi, il y a de grandes chances que dans beaucoup de ces secteurs, il soit beaucoup plus faible que l'impact futur de l'automatisation. Sur le fret routier, par exemple, si on arrive à faire des camions autonomes, alors même si c'est juste des camions de poids lourds, des convois de poids lourds qui se suivent les uns les autres avec juste un chauffeur dans le premier, ce qui ne paraît pas très compliqué, là, il va y avoir des pertes d'emploi bien plus importantes que la baisse du fret routier qui peut résulter de l'application d'un scénario de transition écologique. Donc, et dans l'agriculture, il y a des évolutions sur la robotisation qui peuvent avoir un impact sur l'emploi très important aussi. Juste avant les questions, est-ce que vous avez envie de rebondir dessus ou sur les questions de faciliter les mutations pour la transition écologique? Peut-être? Pour les questions, je pense. Parfait. J'avais juste prévu une toute petite clôture, peut-être en 2 minutes chacun. Ça vous irait? Très bien. Donc, dans l'ensemble, les politiques publiques et stratégies privées actuelles vous paraissent-elles anticiper suffisamment les mutations de l'emploi rendues nécessaires par l'urgence écologique? Et quelles seraient vos principales recommandations pour mieux y répondre et les chantiers à mettre en œuvre? En 2 minutes. Bon, là je me lance. Je pense que c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Déjà aborder sereinement le sujet, remettre les choses en place. La transition écologique ne va pas détruire de l'emploi, elle va en créer de nouveaux. Et elle va faire évoluer un certain nombre d'emplois vers des filières nouvelles. Il faut d'abord arriver à comprendre et à percevoir quelles vont être les mutations. On sait identifier des secteurs en déclin, c'est facile par exemple pour les énergies fossiles, mais comme je ne sais pas lequel des deux le disait tout à l'heure, on n'a pas de vision précise sur les mutations qui vont s'enclencher à horizon 2030-2040. Or, c'est nécessaire d'avoir cette vision pour adopter la logique dont je parlais tout à l'heure, cette logique territorialisée, où on va aménager le territoire, et ça c'est forcément sur des temps longs. Donc il faut réconcilier toutes ces approches, l'aménagement du territoire, le développement économique territorial, le développement industriel, et la formation qui s'inclut dans tout ça, et le faire correspondre, c'est comme des petits Legos qu'on empile, avec la trajectoire énergétique bas carbone. Et qu'est-ce que je disais? Il faut aussi agir sur les imaginaires. On parlait de l'emploi agricole. Ça, c'est très important de montrer que la transition écologique, c'est ce que je dis en linéaire, mais va créer de nouveaux emplois, que parmi ces nouveaux emplois, il y aura l'emploi agricole, et que c'est positif de travailler dans l'agriculture, c'est positif de travailler dans le secteur de la réparation des objets, de travailler de ses mains. Je vous conseille d'ailleurs un très bel ouvrage qui s'appelle La vie solide d'Arthur Lockman, qui était étudiant en classe prépa littéraire et qui a bifurqué pour devenir charpentier. Il a fait une formation de charpentier et il en tire un très très beau livre sur ce qu'est le travail des mains versus le travail de l'intellect, et lui étant étudiant en prépa littéraire, il sait ce que c'est. La vie solide. Donc voilà, reconquérir les imaginaires sur ce point de vue-là, donner à voir la positivité et l'émancipation que ça peut procurer aussi. Alors, oui, franchement, ça dépend quel est l'objectif de la séance ce soir. Si c'est donner des perspectives qui intéressent les personnes directement ou des choses un peu plus stratosphériques, parce que les corps intermédiaires, ça ne parle pas beaucoup en général, mais je pense qu'on en a besoin. Donc il y a cette question pour moi au niveau des territoires et au niveau des régions, on a besoin de cette fonction maison de l'emploi, de la généraliser, de la renforcer, de la consolider, de pouvoir s'appuyer dessus.
Et puis, je pense aussi qu'il y a un besoin d'outillage, technique, je veux dire, au sommet, au-dessus des branches professionnelles. En fait, expertise, emploi, compétences, formation, elle est logée dans les branches professionnelles. Mais à l'étage au-dessus, c'est assez vide. Donc on s'en remet à l'étage en dessous, et c'est ce niveau-là qui nous pose problème, et il faut vraiment qu'il se prenne en main, qu'il émerge, pas en concurrence, mais en complémentarité avec les étages des branches professionnelles. Voilà, ça c'est un point qui me... Moi, je pense qu'il y a... faut voir, quand on parle d'emploi, pour moi, s'il n'y a pas le mot chômage qui a collé derrière, ça veut dire qu'on n'a pas une vision d'intérêt général. Parce qu'en fait, l'emploi, quand vous payez un économiste pour travailler sur le sujet emploi, c'est toujours pour piquer de l'emploi au voisin. Soit le secteur voisin, soit le territoire voisin. C'est l'emploi de Toulouse contre Montauban, l'emploi de la région Île-de-France contre les Hauts-de-France, l'emploi de la France contre l'emploi de l'Allemagne, l'emploi de l'Europe contre l'emploi de la Chine et des États-Unis. Donc c'est toujours dans une vision où on se rassure parce qu'on a un moins importé, donc en fait on a piqué de l'emploi aux voisins, et pareil dans la concurrence des argumentaires pour chercher de la subvention publique. Et donc, alors que la vision, donc c'est pas l'emploi, c'est pas du chômage en négatif. Par contre, les gens qui s'intéressent à la question du chômage, ça veut dire que là, on commence à avoir des interlocuteurs à la hauteur de la recherche de l'intérêt général du point de vue de l'écologie, si vous voulez. Et c'est notre difficulté, c'est de faire émerger cette vision ressources humaines, d'intérêt général, interprofessionnel à tous les étages. Et je pense que c'est un élément clé. Nous, pour la transition écologique, on a besoin d'une société où justement les gens sont apaisés, où ils peuvent discuter rationnellement des choix sans être embarqués dans des postures. Voilà. Et puis peut-être l'ultime point, je dirais, c'est que le mot transition écologique est un mot ambigu. Donc pour moi, il y a plusieurs étages dans l'affaire. Donc ne mélangez pas le pompier les pompiers et l'incendie, parce que c'est un peu le risque derrière. Mais pour moi, il y a les objectifs existants de la politique publique énergétique et environnementale, ceux qui sont déjà fixés. Donc c'est déjà un point de repère. Puis ensuite, il y a les scénarios que les uns et les autres explorent, donc des possibilités d'évolution derrière de ces ambitions, de ces objectifs. Et donc là, on tombe sur quelque chose qui n'est pas du tout naturel et qui dépendra de choix. Et je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est stabilisé et ce qui n'est pas stabilisé. Et d'où l'importance, quand on se projette pour faire la prospective, d'avoir la mémoire des difficultés passées et de garder la mémoire des objectifs. Si on n'a pas, dans l'étude marché-emploi que j'ai citée, on fait exprès de garder à chaque fois la mémoire des objectifs. Parce que si on n'a pas la mémoire des objectifs, on n'est pas crédible sur notre capacité à se projeter sur l'avenir. Sinon, on fait sans arrêt, on commence à zéro. Voilà, c'est ce que j'appelle l'Alzheimer institutionnel. Donc, méfiez-vous de ça, c'est très important. Vraiment, celui qui a la mémoire, si vous n'avez pas la mémoire, vous pouvez. Pareil, du point de vue cerveau frontal, c'est la même zone dans le cerveau. Donc la mémoire pour se projeter vers l'avenir ou le passé, c'est la même fonction. Donc c'est absolument indispensable de garder en mémoire les objectifs et notamment ce qui déplaît, ce qui n'a pas marché. Oui, en deux mots sur la formation. D'une part, je pense que le problème central n'est pas du tout un problème de formation. Quand on parle des obstacles à la transition écologique, et si on prend le cas du bâtiment, qui est peut-être celui sur lequel il y a le plus d'enjeux, le problème numéro un, c'est qu'on n'a pas une politique publique centrée sur la rénovation complète et performante des bâtiments. On a une politique publique qui coûte cher, avec une multitude d'aides, c'est complètement inefficace. Et c'est pas en changeant le système de formation que ça va résoudre le problème. Et tant qu'il n'y aura pas une politique claire et efficace qui soit centrée sur ces rénovations complètes et performantes, en n'ayant pas comme objectif
public un nombre de rénovations, sans préciser ce qu'on entend par rénovation, parce que ça ne veut absolument rien dire, mais bien un nombre de rénovations complètes et performantes, on ira dans le mur. Deuxième point, il y a évidemment des choses à améliorer dans le système de formation initiale ou continue, mais c'est pas forcément, il y a des absurdités qui ne sont pas forcément spécifiques à la question écologique. Deux exemples. Alors il y en a un, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, mais j'avais participé à un débat sur la formation continue où j'avais appris que lorsque la formation continue était transférée aux régions, à cause de ça, du coup, si vous habitiez dans une région, vous ne pouviez pas bénéficier d'une formation dans une autre, opérer dans une autre région, même si c'est une formation très spécialisée pour laquelle il n'y avait pas ce type de formation dans votre propre région. Deuxième exemple, que vous avez peut-être lu aussi, concernant les formations en informatique à l'université, il y a des tas de candidats, il y a des débouchés sans aucun problème, mais il n'y a pas assez d'enseignants-chercheurs. Pourquoi ? Parce que on limite le nombre d'embauches de postes de titulaires à l'université, comme d'ailleurs au CNRS. Et ça, c'est vraiment complètement absurde. Mais ça n'a rien de spécifique à la transition écologique. Merci. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes, même si on a pris un petit peu de retard pour les questions du public. Non, mais je vais faire ça. Merci beaucoup pour la qualité de l'échange. On a parlé d'emploi, c'est sympa. J'ai entendu une fois le mot syndicat. Est-ce que vous pensez que les syndicats n'ont pas un rôle de lanceur d'alerte entre guillemets à jouer? Et si oui, que voyez-vous comme levier à activer par rapport à ce rôle possible à jouer sur cette question de l'emploi et de la solution? D'autres questions? Ouais. Oui, Jean-Paul de Cognito, merci d'avoir parlé de la question de l'ingénierie des compétences, notamment au niveau national. Alors la bonne nouvelle que je voudrais vous apporter, c'est que c'est en train d'avancer, puisqu'on a accompagné Pôle emploi sur la définition d'un langage de compétences qui permet de comparer les métiers les uns avec les autres. Moi, ma question elle est simple, c'est de savoir si pour vous la transition écologique va plutôt impacter les secteurs d'activité, avec certains qui vont baisser, d'autres qui vont monter, mais avec des métiers qui sont semblables. Et il suffira de faire passer des gens d'un secteur d'activité à un autre, mais sur les mêmes métiers. Premier scénario. Deuxième scénario, s'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître, mais dans lesquels on pourrait trouver des compétences communes. Donc là encore, il suffit de faire du Lego, comme vous disiez, c'est-à-dire de réagencer les compétences existantes pour que les gens s'adaptent au nouveau métier. Deuxième scénario. Troisième scénario, l'apparition de compétences radicalement nouvelles qui seraient liées à la transition écologique. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez connaissance d'un travail sur un référentiel de compétences qui soit dédié à la transition écologique? Est-ce que ce travail a lieu à l'ADEME ou dans un autre organisme? Merci. Il y a beaucoup de questions. On va peut-être commencer à répondre parce que là, ça fait beaucoup. J'ai oublié ces trois scénarios-là. D'autres questions? Ah bah. Ouais. Alors moi ma question Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Ouais. C'était comment voyez-vous l'évolution de l'emploi dans la filière bois dans les années et les dizaines d'années à venir? Faut-il mieux chercher un emploi qui respecte ses valeurs, donc par exemple la l'IMG, ou au contraire chercher un emploi qui peut avoir plus d'impact dans une entreprise comme Total, par exemple pour le développement des énergies renouvelables? Première question. Est-ce qu'il y a un des intervenants qui a déjà participé à un chantier ou une formation professionnelle dans le secteur du bâtiment? Non. Après ou de loin, même à titre personnel, ça compte aussi. J'ai visité une plateforme Praxibat. Ok. Je vais répondre à la question sur les syndicats. Alors là, je prends ma casquette de président du réseau Action Climat parce que pendant longtemps, on a cherché les syndicats français sur cette question.
Au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats, ils se sont saisis de la question climatique beaucoup plus tôt. Bon, mais en France, c'est quand même venu depuis quelques années à travers 2 collectifs qui sont le Pacte pour un pouvoir de vivre, donc avec CFDT, UNSA en particulier, et l'appel Plus jamais ça avec CGT Solidaire, FSU, entre autres. L'Horizon Climat, on est dans les deux. Donc on soutient vraiment cette initiative. Il y a eu des mobilisations intéressantes, importantes, comme sur la papeterie de la chapelle d'Arblay, la fabrique de papier recyclé, et qui a fermé. Donc il y a une lutte. On espère que ça reprenne. Et après, les mobilisations syndicales, elles sont... Nous, en tant qu'ONG, parfois on trouve que... alors c'est bien quand ils défendent un projet pour leur site. Bon, souvent, alors parfois on n'est pas complètement d'accord sur le type de projet, parce que typiquement un syndicat, il va essayer de faire un projet de reconversion qui soit le moins éloigné de ce qu'on fait jusqu'à présent sur le site. Donc par exemple, ça peut passer par des projets de captage-stockage géologique du CO2, qui est une technologie sur laquelle beaucoup d'espoir a été mis voici 10-20 ans, et ces espoirs n'ont pas été concrétisés parce que c'était plus compliqué, plus cher que prévu. Et donc, est-ce un bon projet, même du point de vue de l'emploi sur le site, de se lancer là-dessus? C'est pas toujours... souvent, on n'en est pas persuadé. Bon, mais il y a quand même davantage d'investissement des syndicats aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Après, les arbitrages au sein des confédérations syndicales ne sont pas toujours simples sur ce sujet comme sur d'autres. Donc là, on a parfois des accords, parfois des désaccords. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une implication au plus haut niveau, au niveau des confédérations, et pas simplement une implication au niveau des fédérations professionnelles qui sont les plus proches des sujets. Puisque le climat, ça concerne tout le monde, tous les syndiqués, et non syndiqués aussi, bien sûr, mais au sein des syndicats, ça concerne tout le monde. Au-delà de cet aspect un peu plus macro de la question de l'implication des syndicats dans le souci de la transition écologique et en général, il faut quand même avoir à l'esprit que les syndicats, ils poussent pour l'intérêt des travailleurs d'une entreprise et puis au niveau national pour l'investissement dans la formation et dans les filières d'avenir. Les syndicats du secteur pétrolier ou du secteur du diesel, certes, ils se battent pour éviter qu'il y ait des réglementations trop dures qui viennent frapper les véhicules diesel et contribuer à une réduction drastique des emplois dans la filière, mais ils se battent aussi pour que les salariés qui se retrouvent dans la panade soient fléchés vers d'autres emplois industriels de qualité et d'avenir. Donc par ce biais-là, les syndicats ont un rôle majeur à jouer parce qu'ils sont les premiers avocats du développement des métiers d'avenir et de la formation pour ce secteur. Donc bien sûr, ils ont tout à fait un rôle majeur là-dedans et moteur parce que quand un site est fragilisé, un site industriel, ça met longtemps à mourir. On voit, ça dépend du secteur, mais généralement ça met plusieurs années. On voit qu'il y a d'abord des investissements qui manquent, des commandes qui baissent, des emplois qui se réduisent progressivement avant d'arriver à la fermeture. Bon, généralement quand on arrive à la fermeture, c'est que on est passé de 1000 à 200 et que maintenant le site est trop petit, hop, on le ferme. Et donc on a le temps de voir venir le passage vers des métiers plus prometteurs. Et donc là, les syndicats, en amont, sont toujours les premiers avocats il faut investir dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel marché, c'est l'avenir. Et de plus en plus, il se trouve que c'est compatible avec la transition écologique qui devient la contrainte surplombante à tout. Sur les autres questions, je ne vais pas répondre à celle sur les scénarios, je ne suis pas sûre d'être la mieux placée. Mais il y avait une question sur ce que deviendra la filière bois. Vous citiez le cas de la chapelle d'Arblay.
La Chapelle d'Arblay était une usine qui, à partir de papier recyclé, elle aspirait 30% du papier recyclé français, produisait du papier journal et du papier d'impression. Évidemment, c'est un marché qui s'est cassé la figure. On imprime de moins en moins de journaux et on imprime de moins en moins de papier. Les usines en France, les papeteries qui produisent du papier pour impression et du papier journal, doivent se reconvertir et elles le font vers la production généralement de papier carton, donc pour des emballages carton, qui là pour le coup ont vocation à croître énormément. Et donc c'est la filière bois en ce moment se réoriente vers la production de carton, vers la production de ouates de cellulose qui sert à l'isolation thermique des bâtiments, qui sont aussi extraites du bois. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la filière bois va rester une filière tout à fait, qui est une magnifique filière d'ailleurs, avec un vrai savoir-faire autour de la préservation de la ressource. Il faut savoir que pour que les forêts se perpétuent, il faut renouveler, il faut couper des arbres, en replanter, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, un arbre arrête de produire de l'oxygène, enfin on n'est plus aussi efficace dans certaines synthèses, donc c'est bien aussi pour faire respirer les forêts et pour nous faire respirer nous, d'avoir une vision globale de la ressource. Et en France, on a quand même beaucoup de forêts, on est très fort, mais on a un développement très lent des capacités, notamment de production de papier carton. Il y a beaucoup plus d'usines de papier carton aux Pays-Bas ou en Allemagne qu'en France. Donc c'est une filière qu'il faut absolument dont il faut absolument engager la transition, mais c'est des investissements extrêmement lourds, des machines à papier, c'est énormes machines, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est absolument impressionnant. Et une papeterie, c'est vous prenez un tronc d'arbre, vous le faites passer dans une grande machine qui va faire brinque-baller le tronc dans tous les sens pour faire tomber l'écorce, ensuite vous passez ça à la découpe, et puis jusqu'à ce que ça sorte en papier d'impression. Il y a beaucoup d'étapes, voilà. Et donc c'est des machines qui coûtent très cher et des investissements très lourds à conduire pour faire basculer ces machines vers autre chose. Moi je pensais plutôt à tout ce qui est charpenterie, menuiserie, menuiserie, ce genre de choses. Ah oui, ça aussi, pareil, ce sujet après. Et sur la question de l'emploi, respect de ses valeurs ou de l'emploi impact. Mais en réalité, il faut vous poser la question de où est-ce que vous avez le plus d'impact pour obtenir des résultats vers ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas contraire à ces valeurs si vous travaillez pour Total dans le développement des énergies renouvelables? Je vois pas en quoi c'est contraire à vos valeurs. C'est-à-dire qu'il va falloir du monde partout. Et ça dépend des personnalités, mais parfois, oui, vous pouvez avoir beaucoup plus d'impact en travaillant pour des entreprises comme ça qu'en travaillant pour des ONG où toute votre vie, vous allez faire de la mobilisation citoyenne et c'est très utile, mais vous n'allez pas directement contribuer à l'action. Enfin, je sais pas, après, c'est des choix personnels, mais je pense pas que ce soit un conflit à aborder sous l'angle des valeurs. Pour moi, quand vous avez des valeurs, vous avez envie d'agir, de faire bien en accord avec ces valeurs. Et donc que vous soyez en ONG ou que vous soyez en train d'essayer de développer des énergies renouvelables chez Total, pour moi, vous ne trahissez pas vos valeurs dans un sens ou dans l'autre. Enfin, complètement d'accord. Oui. Il y a eu il y a quelques années, pas très longtemps, mais il y avait quelque chose qui s'appelait le printemps de l'économie. Je ne sais pas s'il continue encore d'ailleurs, j'ai un doute. On peut retrouver sur YouTube, j'ai organisé une session qui s'appelait « Les emplois verts sont-ils vertueux ?» avec notamment Philippe Diribaum qui était intervenu. Et il y avait une personne du secteur du bois aussi qui était intervenue. Donc c'est peut-être celle-là qu'il faut contacter pour avoir la bonne réponse. Sur les questions syndicales, je pense qu'il y a plusieurs. Enfin, il y a la question du dialogue social, qui n'est pas que les syndicats salariés, qui pose la question côté entreprise aussi. Donc,
la qualité de ce dialogue social pose problème. On a aussi un problème d'expertise derrière, c'est-à-dire que comme le nombre d'heures, même du côté patronal, comme du côté syndical, le nombre d'heures de délégation est très faible en fait. Donc le temps de travail disponible pour travailler sur des sujets pointus comme les nôtres est pas suffisant. Et puisque déjà dans le régime général, ils n'arrivent même pas à faire leur travail correctement parce qu'ils n'ont pas assez d'heures pour pouvoir s'attaquer, pour avoir une vision multisectorielle pour un territoire donné. Et donc c'est un vrai problème. J'ai entendu dire qu'il y a même des cas où ils sont obligés de se faire remplacer par le correspondant d'un autre secteur, etc., qui n'a aucune expertise pour parler d'un diplôme, je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est quand même la misère. Donc moi je pense que la première chose qu'il leur faut, c'est du temps payé, disponible, côté patronal comme du côté salarial, pour avoir du temps de réflexion pour s'attaquer à des sujets comme la transition écologique, qui sont des sujets pour eux interprofessionnels. Le I du SMIC, c'est-à-dire minimum interprofessionnel de croissance. C'est à ça que je fais référence. C'est pas simplement la relation entre deux sous-secteurs. Voilà. Donc des gens qui pensent intérêt général de façon interprofessionnelle, il faut qu'ils aient. Ça revient sur la question de l'accompagnement des accompagnateurs. Alors, après, par rapport au scénario compétences, briques de compétences, etc. Alors, en tout cas, le troisième scénario, non. Création ex nihilo, machin, ça, personne n'y croit. Enfin, donc, je suis moutonnier, je n'y crois pas non plus. Mais par contre, bon, après, faut voir que cette histoire de briques de compétences, derrière, il y a plein de questions idéologiques aussi sur qu'est-ce que c'est que le métier, la résistance. Le métier, c'est le fait de pouvoir dire « je connais mon travail ». Donc, c'est pas vous, ni vous, client, ni vous, chef, qui allez m'expliquer ce qu'est mon travail, parce que je sais ce que j'ai à faire. Donc, derrière l'imaginaire du métier, c'est pas simplement un métier, c'est pas simplement une somme de compétences. Donc, voilà, il y a des questions aussi. Donc, derrière la possibilité de mettre en briques des compétences, il y a l'idée qu'on va pouvoir chanter des métiers reconnus, institués, etc. Enfin, il y a des questions sociales qui se cachent derrière ces questions-là. Mais voilà, mais moi, par contre, alors, on progresse effectivement. Moi, j'étais tout à fait étonné quand j'ai commencé vraiment à comprendre le sujet en 2013. Il y avait vraiment un cloisonnement des nomenclatures de compétences d'une branche à l'autre. C'est là où je me suis dit que vraiment, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un gros fantôme là. Parce que s'il y a vraiment quelqu'un, s'il y avait une vision générale, s'il y avait une vision d'intérêt général pour l'emploi, ça ferait depuis longtemps que les nomenclatures de compétences correspondraient de branche à branche. Alors maintenant, ça progresse. Il y a aussi c'est poussé aussi par la Commission européenne dans une optique marché général. Donc pour pouvoir passer d'un pays à l'autre, il faut qu'on ait une même nomenclature de compétences. Donc ça a aussi influencé dans ce sens-là. Il y a des travaux récents qui sont, qui vont dans ce sens-là. Donc peut-être que petit à petit, on va commencer à avoir des gens qui viennent nous proposer des panoramas généraux des métiers, des compétences, des emplois, sur lesquels nous, on pourra greffer, dire, nous, on est où, transition écologique, dans votre paysage. Donc ça commence effectivement à progresser. On est vraiment qu'au début, mais ça... voilà, c'est pas mal. J'ai vu une autre idée, mais ça me reviendra. Excusez-moi. Une question encore. J'ai deux questions. La première, c'est comment vous définissez un emploi vert en termes de mesure et tout ça, parce que je n'ai pas bien vu les contrôles, vous avez parlé d'emploi vert, mais c'est pas bien. Et après, par rapport à la formation en général, cette formation, finalement, vous la mesurez comment en termes d'efficacité et en gros, comment vous pouvez définir que quelqu'un est compétent ou ne l'est pas? C'est à partir de quel moment, c'est quoi votre référentiel, votre unité de mesure? Parce que le fait de valider un diplôme, ça valide un test, mais ça ne présume pas de compétence de l'étudiant. Alors, merci pour la question, parce que ça me permet de retrouver ce que je voulais dire. Donc, on en discute aujourd'hui, aujourd'hui on en discute encore. Donc, depuis, il y a quelque chose qui s'appelle, vulgairement on dit l'Observatoire des emplois verts, mais officiellement c'est Observatoire national des métiers et emplois de l'économie verte,
Donc vous pouvez aller sur le site, c'est logé au ministère de l'écologie, au commissariat général au développement durable, et ils ont d'ailleurs une base de données documentaire où toutes les études relatives aux emplois verts sont capitalisées. Donc ça peut être aussi intéressant à creuser. Et donc la question, donc qu'est-ce que c'est qu'un emploi vert verdissant? En fait, donc les définitions ont été posées. Alors, il y a deux choses. Il y a des définitions qu'on pose dans l'esprit philosophique, puis il y a des définitions qu'on pose pour pouvoir compter derrière. C'est pas exactement le même regard, parce que parfois il y a des choses, on dit, certes c'est pertinent, mais comment c'est qu'on pourra jamais le compter? On ne pose pas comme définition. Donc là, c'est plutôt des définitions pour pouvoir compter. Mais dans l'esprit, c'est donc emploi vert, c'est des emplois dont la finalité du travail, c'est vraiment directement c'est contribuer à l'écologie, pas forcément transition écologique. Les métiers des déchets, le recyclage ont toujours existé, même s'ils évoluent parce que les flux se démultiplient, etc. Mais voilà, ce sont des emplois verts. Donc, après, il y a les emplois verdissants. C'est comme ça qu'on discutait cet après-midi à l'Observatoire, c'est ce qu'on maintient ou pas ce terme. Donc c'est vraiment. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on le pratique. Dans les régions, ils le réexploitent également. Verdissant, bon, c'est pas verdâtre, hein, c'est pas ça que ça veut dire. C'est simplement dire que la finalité n'est pas l'écologie. C'est par exemple, voilà, vous construisez une maison, c'est pas pour isoler la maison. Vous construisez la maison, au passage vous l'isolez. Donc c'est simplement qu'au passage, on a besoin de faire un effort particulier sur les compétences où c'est nécessaire à la transition écologique, mais ce n'est pas la finalité de l'emploi. On a le même regard un cran au-dessus quand on pense aux entreprises. Ce qui fait qu'il peut y avoir différents regards. C'est-à-dire que vous pouvez être... si je suis secrétaire chez Veolia, mon métier n'est pas vert, mais je suis compté dans les activités vertes. Voilà, donc c'est une question d'échelle aussi qui est là. Mais peu importe, je dirais, c'est pas forcément important. Moi, mon point de repère, côté ADEME, c'est plus le lien avec les objectifs de la transition écologique. Est-ce que le fait que cet emploi manque en quantité ou en qualité pose problème pour l'objectif de la transition écologique? Et donc, parfois, il y a des questions qui sont... qui ne sont pas des questions de massification de l'emploi. Il peut y avoir des questions de montée en compétence, de formation, qui sont absolument... qui ont l'air anecdotiques. Par exemple, moi, j'ai fait un travail avec un collègue sur une cartographie de tous les efforts pour atteindre les 23 gigawatts d'éoliens terrestres installés en 2023. J'ai fait ça il y a quelques années. Et donc on a fait une carte, donc il y a des influences du côté de l'offre et du côté de la demande. On regarde où sont les blocages, et puis fil en aiguille, on regarde le chaînage, marché, emploi, compétences, formation. Et puis il y avait un petit sujet qui était la formation des instructeurs du ministère de l'écologie qui bloquait plein de dossiers. Et donc ce collègue s'est investi directement dans la formation. Ça concernait qu'une dizaine de personnes, mais derrière l'enjeu était absolument stratégique pour débloquer le système. Vous voyez, donc le lien formation-emploi, c'est via la formation, vous débloquez un marché qui lui débloque ensuite de l'activité, donc de l'emploi, on revient sur un autre régime. Donc il y a des formations qui sont micro mais totalement stratégiques, d'autres qui sont à massifier. Donc voilà, donc c'est juste une petite parenthèse. Après, par rapport à votre question de comment on juge de la compétence des gens, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, nous, côté transition écologique, on n'a pas la légitimité institutionnelle pour le dire, et en plus, pour le coup, comme on travaille surtout sur le bâtiment, comme c'est la branche du bâtiment, on revient sur la logique de branche, donc la reconnaissance des qualifications, puis le dispositif qui existe. Par exemple, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la valorisation des acquis de l'expérience, qui sont aussi des moyens de reconnaissance de compétences. Mais c'est vrai que ça, c'est assez institué, mais dans l'échange qu'on provoque dans les territoires avec les maisons de l'emploi, notre posture côté environnement, c'est dire, nous, ce qu'on veut, c'est que les travaux soient bien faits en qualité et en quantité, mais notre rôle n'est pas à nous de décider qui doit faire les travaux. C'est à vous, acteurs du territoire, de vous organiser, que ça soit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens en insertion, des gens qui viennent des territoires à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces travaux soient faits. Donc, du coup, on pousse les acteurs du territoire à prendre leurs responsabilités et donc à préciser justement cette question, qui est un peu une question un peu taboue, parce que finalement, on ne veut pas dire, mais à un moment donné, il faut s'organiser, quoi. Donc, c'est aussi, ça fait partie des difficultés, c'est de mettre plus en transparence l'aspect social.
Et il y a une crainte par rapport à ça, et d'ailleurs ça revient au problème de l'emploi plus général, c'est que quand vous voulez... il y a eu beaucoup de réticences, notamment au ministère de l'Éducation nationale, à un moment donné, sur le fait de... Voilà, cette idée de gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour la France, par exemple, un sujet qui va être soulevé demain, si j'ai bien compris. Donc, c'est un sujet ambivalent qui est dangereux en réalité. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont peur que, à partir du moment où on met les gens en chiffres, on va les mettre dans des cases, puis on va les forcer à traverser la rue. Là, on ne veut pas là où les gens ne veulent pas la traverser. Donc, il y a cette crainte qui, à mon avis, doit être prise assez au sérieux, de mettre le doigt dans un système totalitaire. Et donc le big data, la possibilité de flécher des compétences un à un, d'avoir le CV de tout le monde, etc. Ça, il y a 20 ans, c'était pas imaginable. Maintenant, ça peut commencer à le devenir. Donc, c'est tout un. Donc la question n'est pas simplement une question d'expertise, c'est une question de trouver des corps intermédiaires en qui on peut faire confiance pour activer une réflexion un peu raisonnable, mais sans forcer des destins individuels. C'est-à-dire, ça l'enjeu, c'est d'avoir une vision collective de ce qu'on veut viser globalement dans les grandes masses, mais en veillant à ce que la liberté individuelle soit vraiment préservée. Je pense que c'est un des obstacles justement à ce genre de projet. C'est comme cette question est un peu tabou, on ne l'aborde pas, et du coup on laisse le sujet dans un tiroir. Merci beaucoup. C'est un mot qui clôt donc cette conférence qui est l'imitation de l'emploi face à l'urgence écologique. Encore merci une fois de plus aux intervenants, aux bénévoles pour un écologique qui ont rendu cette conférence possible et à l'Académie du climat pour nous avoir accueillis. Merci pour les questions.